Nous vous proposons d'écouter dans un instant l'historien Yves Baumati, spécialiste de l'histoire de l'Iran, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 26 avril 2023, lors d'une rencontre autour de la parution de son livre « L'âge d'or de la Perse, l'épopée des Safavides 1501-1722 » aux éditions Perrin. D'abord, je voulais remercier la librairie Ombre Blanche pour cette opportunité de rencontre, et puis également vous remercier pour votre présence sur un sujet particulièrement peut-être difficile, parce que chacun est très intéressé par ce qui se passe en Iran aujourd'hui, mais pas forcément par ce qui s'est passé dans les siècles déjà révolus. Cela étant dit, je pense qu'il est difficile de se passer de l'histoire pour comprendre le présent. Et bon, je sais que certains pensent que l'histoire est une façon de justifier des pratiques présentes. Moi, je pense que l'histoire peut, en revanche, éclairer le présent d'une autre façon, et en tout cas essayer de montrer les racines de ce que actuellement les femmes, mais aussi les Iraniens et tout le Moyen-Orient vit en ce moment, et nous-mêmes d'ailleurs, de façon plutôt difficile. Alors c'est pour ça, je pense que de travailler sur la dynastie safavide, c'est-à-dire une dynastie qui a régné de 1501 à 1722, je ne parle pas des deux derniers safavides, l'un est mort à 5 ans et l'autre également en très bas âge, sans avoir été vraiment couronné, sans avoir exercé le pouvoir. Bref, parler de cette dynastie safavide aujourd'hui me permet de peut-être d'éclairer le pourquoi d'aujourd'hui, pourquoi il y a une théocratie. Est-ce que le schisme est toujours lié à une théocratie ? Ce qui n'est pas sûr. Le gouvernement politique et le religieux n'ont pas toujours été mêlés à ce point-là dans le schisme et dans l'Iran du passé. Bon, c'est ce que nous allons voir à partir de l'exemple de la dynastie des Safavides. Alors, cet ouvrage, en fait, j'en avais déjà fait avec un très grand ami à moi qui fut mon co-auteur pour 4 ouvrages précédents, mon ami Oushang Nahavandi, qui est iranien, qui a été recteur de l'université de Téhéran et de Shiraz. Nous avions fait ensemble notre premier ouvrage en 1998 sur Shah Abbas Ier le Grand, le plus important des rois safavides. Vous le connaissez sans le connaître d'ailleurs, ce roi safavide, puisque Charles Perrault l'a utilisé pour parler du marquis de Carabas. Shah Abbas, Carabas, parce que Shah Abbas était réputé être extrêmement riche pour les gens du XVIIIe siècle. Bien, français, en tout cas. Nous avions fait cet ouvrage, donc, il y a maintenant plus de 25 ans, et je me suis dit que 25 ans étaient passés. À cette époque-là, il n'était pas si facile de trouver des documents en France, et difficile d'en extraire de l'Iran, qui était extrêmement fermé à ce moment-là, et que peut-être aujourd'hui, avec la recherche qui avait véritablement progressé, de nombreuses publications ont été faites, il était bon non pas simplement de parler de Shah Abbas, mais de parler de l'ensemble de la dynastie, afin de travailler sur ce contexte extrêmement riche que sont donc ces Safavides. Alors, les Safavides, on les connaît on les a connus jusqu'à la moitié du XXe siècle sous le nom de Sophie, les grands Sophies, tout comme il y a eu les grands Moghols et les grands Turcs, le grand Turc, le grand Sophie, le grand Moghol. Alors, Sophie, le terme s'explique parce que cette dynastie, donc, qui a commencé à régner en 1501, a des racines dans le XIIIe siècle iranien, et ce sont des racines soufis. Sophie, mais pas seulement. En fait, en 1256, et là, c'est un peu « Il était une fois » que je vais vous raconter, un jeune homme
qui s'appelait Safi al-Din. Safi, Safavid. Safi al-Din est arrivé sur les montagnes du nord de l'Iran, qui bordent la Caspienne, dans un coin assez reculé, où il y avait un grand sofi, un grand mystique, qui était un chiite, certes, mais qui était surtout un sofi. Alors, un sofi, les sophies sont des sages reconnus comme tels, habillés de tenues de laine. Je pense souf, ça veut dire en arabe la laine. On les reconnaissait comme cela. Et ils dédiaient leur vie à la réflexion, à l'ascétisme, également au combat contre l'égoïsme, contre le moi qui nous a servi par nos passions et qui nous empêche d'élever notre âme vers le principe supérieur, Dieu, ou un principe véritablement qui gouvernerait le monde. Donc parmi les sophies, vous avez sans doute à l'esprit ceux qui tournent, les derviches tourneurs de Konya, etc., encore aujourd'hui. Bon. À cette époque-là, en tout cas, le mouvement sophie était devenu plus important. Il était né au 8e siècle, après Jésus-Christ, lors de l'arabisation forcée de l'Iran. Alors, vous savez sans doute que les Iraniens n'ont pas toujours été musulmans, ils étaient zoroastriens, et que la conquête arabe les a obligés à s'islamiser d'une façon assez violente. Et d'ailleurs, le ressentiment iranien contre les Arabes, évidemment avec l'alliance en ce moment avec l'Arabie saoudite, on aurait quelques doutes, mais en tout cas, le ressentiment iranien et persan avec les Arabes date, entre autres, de cette époque. Donc à partir du 8e siècle, est monté un mouvement mystique, le soufisme, qui a pris progressivement ses marques pour aboutir à la réalisation à la réunion de confréries. Et à la tête d'une de ces confréries particulièrement prestigieuses, il y avait un certain Cheikh Zayed Gilani parce que la région s'appelait le Guilan. Alors, en 1256, voilà un jeune homme, donc Safi al-Din, qui avait cherché longuement vers quel maître à penser se tourner, et qui arrive dans ce petit village où ce cheikh était véritablement si célèbre. Et la légende le dit, ce fut un moment merveilleux. Et cet homme qui avait pourtant ses propres enfants, etc., adopte immédiatement Safi al-Din comme voyant en lui un fils spirituel, alors que Safi al-Din, d'après les recherches qui ont été faites, n'était pas chiite mais sunnite. Comme quoi, chiite, sunnite, au départ, c'était pas non plus quelque chose disons, d'aussi impossible qu'on a pu le dire ensuite, et que ça l'est devenu ensuite. Alors, ce Safi al-Din est resté auprès du maître plus d'une dizaine d'années. À la fin, Cheikh Zayed Gilani était aveugle et Safi al-Din lui fera la lecture et recevra avec lui la plupart de ses visiteurs. Bref, il aura le meilleur professeur, un peu comme moi d'ailleurs avec Ushangda Avandi, pour appréhender véritablement l'essence supérieure qui nous mène vers autre chose que soi. À la mort de Safi al-Din, une querelle naît entre le fils de Cheikh Zayed, qui voulait prendre la suite de la confrérie soufie qui s'appelait la Saïdiya ou la Saïdiye, et Safi al-Din, le fils spirituel. Une scission a lieu et Safi al-Din part avec ses disciples les plus proches et fonde la Safaviye. La Safaviye a donné le terme aussi de Safavide. Donc, l'origine de la dynastie est une origine soufie. Et ça, c'est très important pour la suite.
Bon, alors ce Safi al-Din était extrêmement brillant et progressivement il va avoir des disciples qui vont venir de tout le Moyen-Orient et certains même viendront de la Chine pour écouter son enseignement. Les années vont passer et cette Safaviya va éclipser complètement la Zahadiya de Cheikh Zayed et va devenir extrêmement importante. Et à la suite de Safi al-Din, il va y avoir donc ses descendants, il y en aura 6 ou 7, et qui vont renforcer la spiritualité de la confrérie. Progressivement, une idée plus politique va naître dans cette confrérie. Pourquoi ne pas aller vers les marges du pouvoir? En fait, c'est Tamerlan, cet horrible Tamerlan dont on parle, Timur Lenk, le boiteux, qui va donner à la dynastie, à la confrérie, les finances qui vont lui être nécessaires pour évoluer. Et il va lui donner non seulement les finances, mais aussi une aide humaine, militaire. Il avait conquis une partie de l'Anatolie, ce Tamerlan, et chez ces Anatoliens, il y avait des Turcomans qui étaient extrêmement maltraités par les Ottomans à l'époque, et il va les faire se rapprocher, ce Tamerlan, de la confrérie soufie. Et ces Turcomans anatoliens vont devenir le bras armé de la confrérie nouvelle à partir du XIVe siècle. Bon, j'espère ne pas être trop confus. C'est un petit peu difficile au début, mais après ça va s'arranger. Donc voilà que notre confrérie, qui était uniquement spirituelle, va avoir deux aspects, spirituel et militaire, et progressivement, elle va s'allier avec les puissances qui comptent dans la région, à savoir un certain Uzum Hassan, le roi Uzum Hassan, qui dominait à partir du nord de l'Iran actuel jusqu'au golfe Persique. Il va y avoir des mariages, il va y avoir des luttes, il va y avoir beaucoup de choses, et progressivement, cette aide militaire que Tamerlan aura donné à la confrérie va devenir véritablement efficace autour de la confrérie. On va les appeler les Kizilbash, les têtes rouges. Ce seront véritablement les futurs potentats militaires de l'empire safavide. Alors, progressivement, et je passe, puisque sinon je vais passer 3 jours uniquement sur les prémices, progressivement, la Safaviya va s'unir donc avec les princesses qui entouraient Uzum Hassan. Également, quelqu'un de la Safaviya va s'unir aussi avec la dynastie Comnène de Trébizonde. Donc là aussi, nous avons un petit quelque chose qui nous rappelle Byzance. Certains Byzantins s'étaient réfugiés à Trébizonde et les princes Comnènes avaient donc installé une dynastie tout à fait influente. Et tout cela va aboutir à une prise de pouvoir, alors après de nombreuses péripéties qui nécessiteraient véritablement un film hollywoodien, va finir par prendre le pouvoir en 1501 avec le premier des chahs safavides. Il y en aura 9 de plein exercice qui s'appelle Ismaïl Ier, qu'on appellera le Shah aux yeux bleus. Alors, cet Ismaïl Ier dirige un bras armé, des Kizilbash, certes, mais aussi dirige une confrérie mystique. Si bien que ces Kizilbash reconnaîtront aussi en lui celui qu'on appelle le maître parfait, puisqu'il a une connexion directe avec Dieu, et lui resteront fidèles aussi parce que c'est le maître parfait et ils seront capables de se sacrifier pour lui afin que l'empire progressif qui va s'édifier autour de ce premier Safavide, autour de cette prise de pouvoir en 1501, devienne véritablement puissant. Alors, ce que va faire Ismaïl Ier et les gens qui vont l'entourer est une chose qui va fonder l'Iran moderne. En fait, ce qui manquait
pour que la puissance des Safavides naissantes existe, c'est d'abord une identité. L'Iran était un éclatement de provinces, de potentats, de langues, 17 langues au moins en Iran de cette époque. Et puis l'Iran, qu'est-ce que c'était, hein? C'était un espace à géographie variable. D'un côté, vous aviez les Ottomans à l'ouest, et puis à l'est, les Ouzbeks, tous deux sunnites, qui essayaient de grappiller plein de territoires que les Safavides auraient voulu avoir. Alors, ce qui va se passer, il va avoir une idée extrêmement géniale, c'est de déclarer le schisme duodécimain religion d'État. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le schisme est tellement important. Alors, le déclarant religion d'État, il y avait un avantage, c'était bien sûr qu'on se rallie autour d'une seule religion, et non pas de 2 ou 3. Il y avait encore des zoroastriens, beaucoup de sunnites, etc. en Iran. Et que ceci commence à fonder une certaine identité. Le revers de la médaille, c'est que l'on introduisait, à côté du pouvoir politique, un pouvoir religieux qui, bien entendu, durant toute l'époque safavide, va lui aussi, un peu comme les Ottomans et les Ouzbeks, essayer de grappiller dans le pouvoir politique. Ils vont d'ailleurs réussir 2-3 fois à imposer leur loi, la charia, qui est un système juridique, hein, et à dominer le politique. Mais là, nous n'en sommes pas là au début des Safavides. C'est véritablement un propos politique, certes, que de devenir chiite. Et ce choix va orienter beaucoup de choses. D'abord, l'Iran de cette époque-là n'était pas chiite en entier. Donc il a fallu chiitiser la population, surtout les populations des marches de l'Iran et du nord de l'Iran, vers Tabriz, etc., vers l'Azerbaïdjan, car il y avait énormément de sunnites à l'époque. Alors, juste un petit rappel. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez la différence entre chiites et sunnites. Enfin, d'un côté, bon, les sunnites reconnaissent, après le 4e imam, après le 4e imam, un gouvernement par élection, alors que les chiites décident que les successeurs de Mahomet et donc d'Ali seraient des personnes du sang d'Ali. Donc, à partir de là, il va y avoir un schisme, Shia, c'est le parti, et ce schisme va en quelque sorte faire en sorte que les sunnites vont considérer les chiites comme des hérétiques, puisqu'ils vont se séparer de la majorité du monde musulman, 90% de sunnites, 9 à 10% de chiites, puis après, on aura aussi les ismaéliens. Bon. Pourquoi duodécimain, schisme duodécimain? C'est parce que les chiites reconnaissent 12 imams, pas 13, 12. Le 13e imam, Muhammad, dans 800 et quelques, 850, 868, je ne sais plus trop. J'ai mes fiches ici, mais j'essaie de ne pas les regarder. Ce dernier imam a disparu. Il a été occulté. C'est ce qu'on appelle l'occultation. Une sorte de messie doit revenir un jour sur terre pour rétablir la paix et remettre tout à l'équerre, si j'ose dire. On l'appelle le Mahdi. Donc, il n'y a pas d'autres imams chez les chiites iraniens, puisque après, il n'y a que des gens qui vont soit perpétuer la tradition du schisme et de Mahomet, soit l'interpréter. Et tout à l'heure, je vous dirai pourquoi c'est important aussi, ces deux tendances qui vont se superposer à certains moments, certaines vont dominer à d'autres. Donc, l'importance est bien là. Le schisme duodécimain va être une sorte de porte-drapeau d'un nouvel État, le premier État chiite, empire chiite. Il y a eu d'autres gouvernements chiites avant ou auparavant, mais à ce niveau-là, il n'y en a pas eu. Et cela faisait véritablement la différence, la démarcation entre les Ottomans et les Ouzbeks, les grands ennemis. Donc, il a fallu pour cela faire venir, pour chiitiser la population qui n'avait pas envie du tout d'être chiite, faire venir des gens du Liban,
Et là, vous voyez aussi pourquoi le Liban est aussi important aujourd'hui, car c'est du Liban que sont venues les très grandes sommités chiites pour convertir véritablement les Iraniens qui étaient sunnites, car tout le monde devait être sunnite. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé bien. Il y a eu des milliers de morts. Ça a été fait dans la grande douleur. Bon, cela dit, c'était un enjeu religieux, certes, mais surtout un enjeu politique de démarcation et en quelque sorte de réalisation d'une identité qui n'était pas encore évidente dans ce pays-là. Alors, Ismaïl avait un aura de combattant, il l'aura d'ailleurs toujours pendant toute la période des Safavides, encore aujourd'hui. Il va aller de victoire en victoire pendant 7-8 ans, grâce aux Kizilbash, qui vont prendre les postes les plus importants dans l'armée. Il se préoccupera peu d'ailleurs du côté administratif d'un empire, et il se heurtera donc aux Ottomans qui, en 1514, vont faire subir à Ismaïl Ier une des défaites les plus importantes de l'Iran. On l'appelle la bataille de Tchaldiran. Alors cette Tchaldiran, il y aura des milliers de morts des deux côtés, beaucoup du côté iranien, et ça va sonner quasiment la fin de la conquête d'Ismaïl, qui devra se replier, abandonner beaucoup de territoires, une partie de l'Azerbaïdjan, Bagdad, etc., et s'enfoncer dans une énorme dépression, une énorme tristesse, qu'il va d'ailleurs surmonter quelques années plus tard, puisque en tant que soufi, il boira beaucoup. D'ailleurs, tous les chahs safavides, bien que bons musulmans, bien que chiites, et c'est ça qui est assez intéressant aussi, ils buvaient du soir au matin. Ceci est attesté dans tous les textes. C'est ce qu'on appelle le mal safavide. C'est pour ça, quand je vois les images de l'Iran avec le vin, machin, bon, Shiraz, le vin de Shiraz, ça existe quand même. Hein, bon, Shiraz est en Iran, que je sache. Hein, mais les soufis, depuis Omar Khayyam, que vous connaissez, depuis les grands poètes, boivent du vin, car le vin permet de parvenir à l'extase. Et les chahs safavides, chiites, musulmans pratiquants, très chiites, dans la mesure où ils composent aussi des poèmes à la gloire de Dieu. Hein. Ismaïl Ier écrira un poème où il dit « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Bon, ça n'engage, c'est que lui. Hein. En tout cas, c'est ainsi. Eh bien, il buvait énormément. Alors, voilà, ceci étant dit, pour casser un peu cette image de rigidité iranienne, etc., il y a plusieurs Irans et plusieurs façons de le concevoir grâce à l'histoire, justement. Donc, le premier État chiite constitué va, hélas, voir des luttes chez les Kizilbash pour essayer quand même de conserver certaines provinces et de les diriger. Bon, le Shah lui-même se désintéressera quelque peu de la politique. Bon, il mourra plutôt jeune. Il sera suivi par un nouveau Shah qui s'appelle Tahmasp Ier, qui aura le pouvoir à 10 ans. Car le problème de beaucoup de Shahs safavides, c'est qu'ils vont avoir un pouvoir à 10 ans, à 15 ans, à 14 ans. Donc, pendant de nombreuses années, la passation se fera assez mal. Les Kizilbash vont essayer de prendre le pouvoir, ils vont se battre entre eux aussi. Alors, il y a plein de noms Kizilbash, je ne vous embarrasse pas avec les noms, car je sais que c'est la chose qui est le plus difficile à mémoriser. À un moment, Tahmasp Ier va prendre les rênes du pouvoir. Il s'intéressera beaucoup aux finances. On dira qu'il est extrêmement avare, et en tout cas, il rétablira les finances de ce pays, tout en concluant avec les Ottomans une paix qu'on appelle la paix d'Amasya, qui va arrêter pour un temps les hostilités. L'Iran gardera une partie, l'Azerbaïdjan et Tabriz, qui était la capitale, la première capitale de l'Empire safavide au nord, et puis les Ottomans vont garder Bagdad, l'Irak actuel, et puis toutes les villes saintes aussi, chiites pourtant, qui sont Najaf et Karbala. Alors, Tahmasp va régner 48 ans, et puis, il va s'éteindre et arrive sur le trône pendant 2 ans simplement
un shah qui, lui, voudra casser en quelque sorte ce qui a été fait auparavant. Il aura même des tendances de rendre l'Iran sunnite à nouveau. Bref, il essaiera aussi de mettre au pas les Kizilbash qui prenaient trop d'importance. Il sera assassiné. On dit qu'il était fou. Il est vrai que son père l'avait fait emprisonner durant 20 ans dans une forteresse iranienne. Donc il avait quelques circonstances atténuantes. Voilà. Et voilà que ce shah meurt et il va se passer une dizaine d'années jusqu'en 1587 où les troupes vont se multiplier. Un nouveau shah, bien sûr, est intronisé. Il s'appelle Mohammed, Mohammed Kodabandeh, esclave de Dieu. Et ce shah, lui, est aveugle. Et les femmes qui l'entourent vont essayer de prendre le pouvoir. Or, comme vous le savez, femmes et islam, ça ne va pas toujours de pair, pardon mesdames. Il y a des choses qu'il faut quand même dire. Il y a eu quand même en Iran, sous les zoroastriens, 2 reines qui ont été au pouvoir sous les Sassanides, la dernière dynastie des Sassanides, la dernière dynastie non musulmane. Hein. Donc il y a eu 2 reines, dont une d'ailleurs rendra la croix à Jérusalem aux chrétiens, qui avait été prise par des guerres. Enfin, bon, je n'entre pas dans le détail. Donc, les guerres se succèdent, etc. L'État est dans un état, si j'ose dire, délictueux, jusqu'à ce qu'arrive Shah Abbas Ier, la lumière de notre dynastie, disait déjà Tahmasp Ier, car c'est le petit-fils de Tahmasp, le deuxième des rois des chats safavides. Alors, cet Abbas Ier, personne ne l'attendait, et pourtant, c'est lui qui va faire briller l'Empire, qui va justement réussir à en faire véritablement un État phare dans le Moyen-Orient, qui va avoir les idées les plus géniales, mais aussi son gouvernement aura quelques ombres dont je vous parlerai ensuite. Alors, ce Shah Abbas va être couronné en 1587 avec un bonnet à 12 plis. C'est le bonnet des Kizilbash qui montre qu'il est toujours le maître parfait, soufi, mais aussi le shah de cet empire qui est véritablement extrêmement chahuté sur ses frontières, car les Ottomans ont essayé à nouveau de bafouer les termes du traité d'Amasya qui avait été signé entre les Ottomans et le grand-père Tahmasp Ier. Bon, il va avoir du mal à s'imposer, parce qu'il avait été mis sur le trône par un Kizilbar qui s'appelle Moshed Houli Khan, je crois que c'est un Stajlou, oui c'est ça, une des grandes tribus Kizilbash, les Stajlou. Il y en a d'autres qui s'appellent les Chamlou, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Et quand il prend le pouvoir, d'abord il commence à faire assassiner la personne qu'il a mis sur le trône, le faiseur de roi, ce Morshed, et il va commencer a signé avec les Ottomans en 1590 une paix où il accepte tout, où il accepte d'être privé de la plupart des territoires qui auraient pu être dans son giron, tout en disant à ses officiers qui n'approuvaient pas ces choix: nous aurons une revanche, faites-moi confiance, le pouvoir reviendra dans ce pays. Et c'est ce qui va arriver bien plus tard après, puisque il va signer un traité à peu près 20 ans plus tard, où justement il va par les conquêtes qu'il va réussir, à retrouver les lignes de démarcation de la paix d'Amasya. Cela étant, ça ne s'est pas fait comme cela. C'est par l'ouverture du pays, de l'Iran, aux étrangers, qu'il va arriver à ses fins. Il avait vu que son armée était une armée non disciplinée, qui était en plus tenue par les Kizilbash, surtout. Eh bien, il va demander à 2 Anglais qui venaient d'arriver, les frères Shirley, d'éduquer l'armée selon des normes anglaises. Bon.
c'est-à-dire discipline, rigueur, châtiment, enfin bref, l'armée sera efficace assez rapidement et va pouvoir justement reconquérir des territoires perdus, des territoires ancestraux, disait Shah Abbas. Bon, cela va lui permettre plusieurs choses. Il va commencer à réformer cette armée. Les Kizilbar, certes, continueront à avoir de beaux postes, mais il va les mettre en concurrence avec des Géorgiens qui étaient chrétiens et qui se sont convertis à l'islam, qu'on va appeler les goulams, esclaves en fait. Ces goulams certains seront extrêmement puissants et vont gouverner certaines très grandes provinces comme le Fars à la Verdicane par exemple. Un grand goulam géorgien va être un des plus importants des gouverneurs de province. Alors, brisant ainsi dans l'armée les résistances, en mettant d'autres ethnies à la tête des provinces, Shah Abbas va réussir justement à casser les résistances. Les religieux qui, sous son grand-père, avaient commencé justement à vouloir prendre le pouvoir, parce qu'il y avait un certain Ali Karaki, oui, qui pensait que, en l'absence de l'imam, de l'imam caché, du retour de l'imam caché, le plus docte des religieux pouvait diriger le pays. Vous voyez, c'est ce qu'on va retrouver dans la constitution islamique d'aujourd'hui sous le terme, alors là, pardon pour les Iraniens qui sont là, le velayat et farik ou quelque chose comme ça, le gouvernement du docte en fait. C'est-à-dire que les fonctions religieuses et les fonctions politiques sont regroupées et il y a donc quelqu'un qui assure les deux fonctions. À côté de cela, alors c'est la tendance qu'on disait alors Usouli. À côté de ces Usouli, il y avait les Akbaris qui, eux, pensaient que les religieux ne pouvaient que transmettre la tradition du prophète. Donc ce sont deux tendances de l'islam extrêmement importantes qui vont se chevaucher et puis parfois les Usouli vont prendre le pouvoir. Avec Tahmasp Ier, ils vont réussir à le prendre pendant un certain temps. Ce que voyant, plusieurs décennies plus tard, Shah Abbas va essayer de remettre de l'ordre dans la maison en remettant les religieux là où ils étaient, c'est-à-dire dans leur valeur de conseil. Il va même superviser les tribunaux religieux car le dernier mot devait lui revenir. Et cet absolutisme royal qu'il va imposer, il va l'imposer partout. Il va, par exemple, les gouverneurs de province, il va leur donner beaucoup de pouvoir, mais il va aussi envoyer des inspecteurs qui vont surveiller ce qu'ils font. Si les impôts qui revenaient à la couronne n'étaient pas tronqués d'une partie, donc il y a une sorte d'œil d'Ispahan, parce que la capitale va, après avoir été à Tabriz, puis à Khazvin, dans le nord de l'Iran, elle va arriver en 1598 à Ispahan, et puis je vous en parlerai tout à l'heure, eh bien, il va y avoir un œil d'Ispahan qui, dans toutes les fonctions, va exister en Iran. Par exemple, lorsqu'un ambassadeur arrivera aux frontières de l'Iran, il sera pris en charge par le gouverneur de la province où arrivait cet ambassadeur, aux frais du gouverneur, mais aussi avec une supervision d'un envoyé du Shah. Et cette supervision faisait que le Shah, avant de rencontrer l'ambassadeur, savait quels étaient les meilleurs sujets qu'il fallait traiter avec l'ambassadeur, etc. S'il arrivait quoi que ce soit à la délégation, non seulement le gouverneur était puni, et puis tous les gens qui n'avaient pas été assez alertes pour sa sécurité, mais aussi il fallait que le gouverneur rembourse tout le dommage fait. Vous voyez, si par exemple en Auvergne il y a un vol, eh bien si Shah Abbas était là, eh bien ce serait le président de l'Auvergne qui devrait ouvrir sa cassette pour rembourser les gens qui ont été lésés. Donc ça allait assez loin. Cela étant dit, vous savez, l'Iran actuellement doit avoir à peu près 80 millions d'habitants. À l'époque, il n'y avait que 6 millions, 5-6 millions. Donc il faut aussi relativiser les choses. Mais il y avait une sorte de réseau par tout le pays qui
contrôler le pays. C'était pas du tout une démocratie, hein. C'était un régime monarchique, autoritaire et surtout qui se mêlait à peu près de tout. Il se mêlait aussi de savoir si le boulanger n'avait pas des poids et des mesures qui étaient fausses. Donc là aussi, il y avait des contrôles par tous ces administrateurs qui lui revenaient ainsi. Bon, donc progressivement, il va y avoir une instauration en Iran de quelque chose qui n'existait pas dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire une grande sécurisation et des transports et des rapports entre les gens. Par exemple, il va faire de nombreuses routes, mais afin que les voyageurs étrangers, et même les voyageurs en général, ne soient pas inquiétés, il va mettre des sortes de petites garnisons dans les montagnes qui entouraient les routes, et on les appelait les radars. Oui, c'est très étrange, ça n'a rien à voir avec nos radars à nous, mais c'est ainsi, c'était des gens qui pouvaient intervenir tout de suite s'il y avait le moindre problème, parce que les routes étaient, comme en Europe, infestées de brigands. Voilà. Donc, avec les femmes aussi, alors, il avait un grand harem, certes, mais une drôle de chose. Seule fois où dans cette époque islamique, ça a été fait, disons, un jour par semaine, disons le mercredi pour être simple. Ce n'était pas le jeudi ni le vendredi parce que chaque religion avait un jour. Eh bien, les femmes pouvaient se promener en dehors des harems sans être voilées. Alors évidemment, les hommes étaient mis à côté. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les rues qui étaient ainsi barrées. Les hommes qui gardaient ces rues devaient avoir le dos tourné afin de ne pas regarder les femmes. Toutes les boutiques étaient gérées par des femmes. Les hommes qui, normalement, étaient dans les boutiques devaient rester dans les arrière-boutiques. Et là, ce sont nos historiens de cette époque, les voyageurs de cette époque, qui étaient aussi bien des religieux que des commerçants ou des diplomates qui nous le disent, eh bien, il y avait jusqu'à 4000 personnes dans la ville d'Ispahan. 4000 femmes qui jouaient, qui s'amusaient, qui pique-niquaient, qui faisaient des courses, etc. Ce qui est une aberration aussi pour un État islamique à cette époque. Donc là aussi, fureur des Ottomans, fureur des Ouzbeks. De toute façon, c'était déjà des hérétiques, donc ils pouvaient faire véritablement des choses qui déplaisaient aux sunnites. Mais c'était assez extraordinaire. Par rapport à la tolérance, elle était relative, bien sûr. Mais le Shah était un grand croyant, certes, mais lorsqu'il a dû, en quelque sorte, déporter, parce que c'est bien le terme, un ensemble d'Arméniens, de l'Arménie qui est un État tampon entre l'Iran et l'Empire ottoman. Ça n'a pas trop changé d'ailleurs, cette pauvre Arménie. Il a déporté jusqu'à 80 000 personnes et a incendié les villages, etc., bon, pour que les Ottomans ne puissent pas envahir l'Iran du Nord. Bon. Il les a fait venir à Ispahan, entre autres. 30 000 sont morts en chemin, cela dit, donc c'était quelque chose d'assez terrible, hein, c'est très rude, hein, c'est pas du tout, on n'est pas chez les bisounours hein, à cette époque-là. Il n'empêche qu'il leur donne tout un faubourg d'Ispahan qui va devenir un pôle économique absolument extraordinaire, car les Arméniens sont un peuple très ingénieux, c'est chez eux qu'il va y avoir la première presse, on va imprimer les psaumes d'ailleurs, il va y avoir jusqu'à 16 églises dans cette partie d'Ispahan, dans ce faubourg d'Ispahan. Et ce qui est étonnant, c'est que le roi lui-même allait dans les églises. Et pour l'épiphanie, eh bien, il honorait les communautés chrétiennes de sa présence. Lorsqu'il y avait sur un des beaux ponts d'Ispahan une jetée de croix, eh bien, il était là avec les religieux pour leur montrer que pour lui, la tolérance religieuse était extrêmement importante. Bon, il a été un peu moins extraordinaire avec les autres communautés, mais avec les chrétiens, il a été particulièrement exemplaire. Donc, les femmes, la tolérance avec les chrétiens, plein d'autres choses, et puis ça a été un énorme architecte, un énorme mécène, puisque c'est à lui qu'on doit cette perle qu'est Ispahan,
Ispahan existait avant lui, mais il a pris les meilleurs architectes pour faire une ville quasiment moderne, avec d'un côté le bazar, la ville commerçante, de l'autre côté la ville régalienne, le palais, et d'un autre côté, enfin, autour d'une place qu'on appelait le Meïdan, autour d'une place, les grands monuments comme la mosquée du Shah, qui est aujourd'hui encore une des très grandes merveilles de l'Orient, et puis la superbe mosquée Lotfola, qui était la mosquée du nom de son beau-père. Donc il va faire, avec les meilleurs architectes de cette époque, il va faire une ville dont Loti, encore quelques siècles plus tard, dira combien elle est belle, malgré les ravages du temps, parce que c'est sûr que c'était pas aussi entretenu qu'on aurait voulu, puis il y a eu quand même quelques invasions et pas mal de destruction. Bref, il va réussir à faire une ville à l'urbanisme extrêmement, on dirait aujourd'hui moderne, mais elle l'est, avec des places qui étaient pleines d'eau, et on sait que Ispahan étant au milieu des déserts, l'eau est quelque chose d'important. Il va faire des canaux qu'on appelle des khanats, de drainage pour que les jardins soient luxuriants. Les jardins sont très très importants dès l'instant où il y a des déserts. Bref, il va faire de cette ville ce qu'on appelait la moitié du monde, l'autre moitié étant l'au-delà. Donc voilà un petit peu ce qu'était ce personnage qui a été chanté. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, beaucoup d'anecdotes. À côté de ça, la justice en Iran, à ce moment-là, était très rude. Je ne sais pas si vous avez vu ce dernier film qui s'appelle « Cet hiver à Téhéran », qui est absolument terrible, où il y a une illustration de la loi du talion, est-il dit, enfin la loi du sang. Et la loi du sang était aussi appliquée au XVIIe siècle. C'est une loi de charia, en fait, islamique, hein, où quelqu'un qui avait tué quelqu'un, la famille de cette personne, lésée, pouvait réclamer le sang de la personne du meurtrier. Et il y a plusieurs anecdotes qui sont racontées, etc., sur ce point. Voilà. Donc, il ne faut pas croire non plus que les choses étaient très simples. Je regarde l'heure, là, ça file. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. On sait aussi que Colbert va adorer voir ce que Shah Abbas va faire, parce qu'il aura eu l'idée des manufactures de tapis, Shah Abbas. C'est ce modèle. Alors, c'était quasiment des fonctionnaires qui, de père en fils, vont faire les plus beaux tapis avec les cartons des meilleurs artistes, dont le fameux Reza Abbasi. Ceux qui sont allés en Iran, on connaît le musée Reza Abbasi. Reza Abbasi, c'est le grand peintre tant aimé par Shah Abbas, qui, lorsqu'il travaillait sur la mosquée Lotfola, la mosquée du nom de son beau-père, eh bien Shah Abbas s'asseyait et regardait travailler Reza Abbasi, tellement il était enthousiaste de ce que faisait cet énorme peintre et miniaturiste aussi. Donc, les manufactures de tapis, c'est lui. Enfin bref, tout l'art du luxe en Iran, un peu comme Louis XIV va faire avec Versailles, mais Versailles, ce n'est qu'un palais. Là, c'est une ville entière. Eh bien, Shah Abbas va le penser. Bon. Donc, à côté de ça, évidemment, il va régner 40 ans, Shah Abbas. La paranoïa va s'emparer de lui. Dans les 10 ou 15 dernières années de sa vie, il va tuer ses 3 héritiers sur des soupçons qui voulaient le détrôner. Alors, le premier, c'était sans doute faux, les 2 autres, peut-être moins. Bref, il va se renfermer dans une sorte de paranoïa, certes, mais il aura accompli tellement de choses que Chardin dira, lorsque ce grand prince cessa de vivre, la Perse cessa d'exister. Alors, l'image que renvoie Shah Abbas à travers le temps est absolument extraordinaire, puisque ce que les Occidentaux vont retenir, c'est surtout le travail de Shah Abbas. Et beaucoup d'Iraniens, d'ailleurs, à l'époque où ces voyageurs venaient, ils demandaient « Mais qui a fait ce pont ou ce caravansérail ?» Il y en aurait eu plus de 1000. Eh bien, la réponse était « C'est Shah Abbas », même si ce n'était pas un caravansérail de Shah Abbas. C'était un caravansérail safavide ou autre. Sassanide ou autre. Donc,
Donc des zones d'ombre, etc., qui vont précipiter peut-être, on le dit beaucoup, la chute aussi de la dynastie safavide, puisque la personne qui va lui succéder en 1629 sera son petit-fils dont il avait assassiné le père. Et cet homme-là n'aura de cesse, il était très cruel, s'appelait Safi Ier, il n'aura de cesse que d'anéantir ce que son grand-père avait fait. Il y réussira en partie. On ne peut pas dire qu'il ait laissé un grand souvenir. Tout le monde va respirer lorsqu'il partira se réfugier dans le nord de l'Iran pour se reposer dans un palais. Bref, il sera suivi par un grand Shah aussi, qui lui aura le pouvoir vers l'âge de 12 ans, 13 ans, et qui s'appelle Abbas II, et qui lui était en grande admiration avec son grand-père. Et c'est à partir surtout d'Abbas II que l'influence de l'Iran va rayonner sur l'ensemble de l'Europe, et que les religieux, que les ambassadeurs vont affluer à la cour persane et en rapporter tout ce qui a fait la gloire de l'Iran. Donc Abbas II, hélas, à l'âge de 17 ans, va se désintéresser du pouvoir et donner son pouvoir à ses ministres et à ses eunuques. Et puis ensuite, il y aura deux autres chats qui vont aussi détruire progressivement l'œuvre de Shah Abbas, puisqu'ils ce sont des fruits du harem. Ils ont été élevés entièrement dans les harems. Et lorsqu'on les faisait sortir du harem, c'était soit pour les tuer, soit pour les mettre sur le trône. Donc, c'était pas très confortable. On les éduquait dans les sciences religieuses, mais c'est tout. Quand ils sortaient de là, eh bien, c'était des objets de manipulation pour les vizirs, mais surtout pour les eunuques. Sous l'avant-dernier Shah, par exemple, il y avait une sorte de premier ministre, un grand vizir, qui essayait d'avoir des opinions et prendre des décisions. Mais ces décisions n'étaient entérinées que si les eunuques, dans une sorte de cabinet noir, acceptaient qu'elles le soient. Donc à ce régime-là, progressivement, la Perse va redevenir un objet de convoitise pour les Ottomans, qui n'avaient pas digéré qu'en 1624, Shah Abbas les ait privés de Bagdad, par exemple, et que juste 3 années avant, Shah Abbas avait privé les Portugais d'Ormuz sur le golfe Persique, qu'ils détenaient depuis 1515 avec Albuquerque. Bref, tous ces gens qui avaient été frustrés par la force de Shah Abbas et de son organisation vont à nouveau grappiller l'Iran, qui va finir par être, disons, la proie des Afghans, qui vont déferler au début du XVIIIe siècle sur Téhéran. Et ils vont emporter Téhéran en 1722. On y mangera de l'herbe tellement on n'avait plus rien à manger. Téhéran, que dis-je, Téhéran n'existait pas à l'époque. Ispahan, on y mangera de l'herbe tellement on n'avait plus rien à manger, etc. Et les Afghans vont rentrer dans Ispahan, détruire tout ce qu'ils pourront et prendront le pouvoir. Mais avant cela, et juste pour conclure, en 1715 est arrivé à Ispahan la première ambassade, est arrivée à Paris, à Versailles, la première ambassade importante, véritablement, de la Perse, de l'Iran. Il s'agissait de l'ambassade de Mehmet Beg. Oui, il y a un autre nom enfin, qui m'échappe. Alors, c'est une ambassade qui va beaucoup marquer. Elle arrivera quelques semaines avant la mort de Louis XIV. On y bâtira le premier traité entre l'Iran et la France, alors que la France n'était pas du tout intéressée à l'Iran, puisqu'elle s'intéressait à cause depuis François Ier et ses capitulations de 1536 à la Turquie, se désolidarisant de l'Europe, l'Europe n'était pas du tout quelque chose d'homogène, mais les Français n'avaient pas voulu du tout suivre le même chemin que Venise, que les Espagnols ou les Habsbourg. Bon, donc soudainement, grâce à Colbert d'ailleurs,
Et grâce à la fondation aussi quelques années précédentes de la Compagnie française des Indes orientales, qui ont été fondées en 1668 ou quelque chose comme ça, eh bien, première ambassade de ce Mehmed qui arrive à Versailles, en grande pompe, etc. On se bouscule pour voir un persan, et à partir de là, une sorte de persanomania va s'emparer de la France, entre autres, et on va trouver que ces persans sont absolument extraordinaires. On les appellera d'ailleurs persans et non pas iraniens. Et ça, le mot perse va subsister jusqu'en 1935 pour les Occidentaux seulement, alors qu'en Iran, on s'est toujours appelé iranien. Et c'est Reza Shah qui demandera d'ailleurs, par un décret, que toutes les ambassades changent le mot de Perse en mot Iran. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, mais les textes iraniens jusqu'au XIXe siècle, par exemple, ont toujours porté le mot Iran et jamais Perse, car la Perse, c'est une province de l'Iran, tout simplement, celle d'où est parti Cyrus le Grand. Mais les Européens ont toujours fonctionné par rapport à l'onomastique grecque et les souvenirs des guerres entre les Grecs et les Perses. Donc voilà cette première ambassade qui va se conclure par un traité. Et la première ambassade et le premier consulat iranien en France qui sera tenu par un Arménien à Marseille, car Marseille était la porte du Levant et on faisait beaucoup de commerce avec le Levant. Donc, évidemment, ceci ne tint pas longtemps puisque Louis XIV va mourir au début septembre, donc quelques semaines après la signature de ce traité. Ensuite, les Français étaient exsangues avec la guerre de 15 ans, il n'y avait plus d'argent, on était dans une période intermédiaire, mais sur le plan intellectuel, le XVIIIe siècle va découvrir la tolérance de Shah Abbas, son modèle de gouvernement qui était un modèle pyramidal de gouvernement, et même s'ils ne connaissaient pas par le menu ce qu'avait fait Shah Abbas, eh bien ça va leur donner, Montesquieu en tête, des idées pour réformer le gouvernement français. Et ça va l'Iran, la Perse, deviendra une sorte d'exemple mythifié pour de nombreux philosophes. La réalité a toujours été secondaire de toute façon, mais l'important c'est l'image, et cette image était très positive, et on s'est dit, tiens, voilà des gens extraordinaires. Et alors qu'on ne s'intéressait pas beaucoup à l'islam en France, on s'est beaucoup intéressé au zoroastrisme, et c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de choses zoroastriennes au XVIIIe siècle, des pièces de théâtre, des opéras, etc. Et la première traduction, je vous en prie, la première traduction de l'Avesta aura lieu, l'Avesta qui est le livre saint des Zoroastriens, sera faite en 1764 par Anquetil du Perron et va ouvrir encore plus la pensée iranienne par-delà le fait qu'ils étaient musulmans. D'ailleurs, dans les textes qui étaient rapportés et traduits en français ou qui étaient écrits en français en France, l'islam était toujours considéré comme quelque chose de bizarre. Les fêtes de l'Ashura, c'est des gens qui se flagellent, machin. Bon, on a les textes comme ceci avec un certain mépris des religieux français par rapport à l'islam qu'ils jugeaient moins valorisant que la religion chrétienne. Voilà. Mais sinon, ce qu'ils ont valorisé, c'est l'Iran de Shah Abbas, ses constructions, sa construction gouvernementale, architecturale, mais aussi l'Iran pré-islamique, avec le zoroastrisme surtout. Donc voilà un petit peu, très très brièvement, raconter cette dynastie qui eut son pic, disons, à partir de 1600 jusqu'à 1630 à peu près, et qui fut vraiment un des grands phares de l'Orient et qui justement va éclairer beaucoup notre XVIIIe siècle. Voilà, je vous remercie. Merci. On va
passer aux questions. Qui veut prendre la parole ? Monsieur, je vous remercie pour cet exposé sur ce qu'on pouvait appeler évidemment l'Iran, l'Empire séfévide. Moi, je me suis intéressé sur l'Empire ottoman. Alors, cet Empire ottoman, c'était quelque chose aussi de prodigieux, vous voyez, qui a quand même éclipsé l'oriental. L'Orient, c'est l'Empire ottoman, c'est la sublime porte. C'est le grand seigneur, c'est le grand turc, l'ombre d'Atlas sur terre, enfin, je ne vais pas reprendre. Ce qui fait que la Perse, proprement dit, l'empire des Séfévides, a été intéressé moins, je pense, et que cette ambassade a été une ambassade éphémère. Il n'y a pas eu de suite. De même que les Ottomans n'avaient pas un ministre des Affaires étrangères, c'est une idée ça, occidentale, les Persans eux-mêmes n'avaient pas du tout l'intention d'avoir des relations diplomatiques continues, pas plus avec le roi de France qu'avec le roi d'Angleterre, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui apparaissait encore plus lointain que ce qu'on appelait la sublime porte, qui a fait quand même parler d'elle jusqu'à la Première Guerre mondiale, vous le savez. C'était quelque chose de prodigieux, d'après moi, la porte, la sublime porte, hein, qui menaçait les Européens, alors que là, vous le savez bien, les Iraniens ne nous menaçaient pas. C'était un empire lointain. Voilà. Je voulais dire ça parce que je me suis énormément intéressé, évidemment, à l'Empire ottoman, qui était contigu d'ailleurs, qui menaçait les Séfévides. Hein, il n'y avait pas de doute. Mais il menaçait aussi les Habsbourg. Oui, vous avez entièrement raison. Mais en fait, ce qu'a essayé Shah Abbas, c'est de faire une alliance de revers avec les Occidentaux. Mais il pensait, et c'était une grave erreur de sa part, que c'était le pape qui dominait toute la chrétienté. Et c'est pour ça que les ambassades qu'il a envoyées, il y en a eu peu, hein, j'en ai répertorié 5 ou 6. Bon, eh bien, d'abord on allait à Rome. Et ça, c'est assez étonnant. Et il s'est complètement trompé. Et d'ailleurs, il a dit, puisque vous voulez pas m'aider à combattre les Ottomans, eh bien, je me passerai de vous. Voilà. Mais les Occidentaux eux-mêmes s'intéressaient pas du tout à la Perse. De toute façon, la Perse était dans un état qui n'avait rien à voir avec les Ottomans, tout simplement parce qu'elle était quasiment cachée derrière l'Empire ottoman. C'est les Anglais qui se sont intéressés, parce que ce qui les intéressait beaucoup, c'était les Indes. Et les Portugais également étaient fort intéressés parce qu'il y avait aussi derrière leurs comptoirs indiens. Donc, plutôt que d'aller par les mers, ça aurait été très bien d'avoir ce couloir direct par l'Iran. Mais il est vrai que ça s'est pas passé aussi bien que cela. Et vous avez entièrement raison de voir que nous n'avons pas saisi cette perche parce que les Ottomans nous ont beaucoup inquiétés. On les a arrêtés à Versailles. Et heureusement qu'il y a eu, c'est en 1500, je sais plus, les pentes. Les pentes, c'était 1567 ou quelque chose comme ça. 1571. Oui, voilà, 1571. C'est l'époque de Charles IX. Et puis il y a, à cette époque-là, Louis XIV, le deuxième siège de Vienne, 1683. Vous avez raison. Où le sultan Mehmed IV essaie à nouveau de s'emparer de Vienne, et l'empereur du Saint-Empire fuit. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas eu les Polonais, je crois que les Ottomans s'emparaient de Vienne, Absolument. Alors qu'ils dominaient tous les Balkans. Mais l'idée de Shah Abbas, parce que moi je me place du point de vue iranien, c'était véritablement de cette alliance de revers. Et c'était une idée géniale, mais peut-être que le Shah n'a pas été assez persuasif, peut-être que la langue aussi était particulière, que la structure chiite était au-delà d'inconnu. Hein, comment comprendre le schisme encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour beaucoup. Hein, et que il y a quand même, comment dire, François Ier, avec ses capitulations en 1536, a quand même démantelé toute alliance possible de l'Europe avec un Iran qui était quand même bien placé, puisque l'Empire ottoman, enfin la sublime porte, aurait été prise, si j'ose dire, entre deux feux. Et ça n'a pas été le cas. Et ça a été le grand désespoir de Shah Abbas, qui s'est entièrement trompé et qui l'a écrit d'ailleurs. Il a écrit que véritablement les Européens n'ont pas su, comment dire, conquérir une demi-ville
alors que moi j'ai conquis des territoires, dira-t-il. Mais ça, c'est le point de vue iranien. Mais la puissance de la porte des Ottomans était extraordinaire. Oui, c'était des empires de la poudre à canon. Perse quand même, non? On va Voilà. pas changer de thème. C'est bien sûr, c'est très bien. Merci beaucoup, chéri, puisqu'on se connaît depuis un certain temps. Alors, les œuvres de Shah Abbas, tu as bien souligné, en fait, sur le plan architectural, sur le plan urbanisme, mais l'administration était aussi une administration organisée. Il y avait une grande administration organisée, mais l'ensemble des travaux après, malgré les problèmes qu'il y a eu, ces travaux sont restés finalement durant toute cette période de Safavid. Shah Abbas laisse quand même une empreinte très très importante. Et puis après, au plan gouvernemental, au plan du système et tout ça, c'était effectivement assez important. Il a, je crois, quelque part un petit peu baissé l'importance des Rezelbosch, qui était une sorte d'armée parallèle, mais quand même l'influence de l'islam chiite ensuite a perduré, de telle sorte que vers la fin de cette dynastie, c'était en fait l'arrivée des Akantons, comme tu l'as souligné, et puis c'était la fin de et puis, juste 2 points. Il a quand même amenuisé la puissance des Kizilbash, donc de ces turcomènes que lui avait gentiment orienté Tamerlan, et qui était une aristocratie militaire, mais il leur avait enlevé progressivement des territoires en les faisant rentrer dans les territoires de la couronne, si bien que ces Kizilbash, progressivement, ont été dépossédés de leur puissance territoriale et ont eu moins d'intérêt à défendre le sol iranien. C'est ça aussi qui est important. Et le deuxième point que je voudrais dire, c'est qu'une des choses qui a précipité la chute de l'empire sassanide, ça a été aussi une question religieuse. En 1691, un certain Mohamed Bakr Majlesi, de la tendance la plus dure du schisme, a voulu appliquer la charia la plus exigeante. Les femmes ne pouvaient plus du tout sortir, les jeunes gens ne pouvaient même plus faire du tir au pigeon, on ne pouvait plus boire du vin, évidemment. Le Shah a été obligé de verser dans la rivière 6000 litres de vin qu'il avait dans son cellier. Il en a gardé pas mal parce qu'on dit toujours que, bien qu'on l'ait appelé Mollah Hossein, le dernier, il buvait comme un trou. Et ce Majlesi a été tellement détesté qu'il est mort en 1699, mais en 1715, sa maison a été incendiée. Tellement le peuple ne pouvait plus supporter la dictature religieuse, qui avait perduré après la mort de Majlesi, qui développait une de ces 2 tendances dont je vous ai parlé, la tendance au Souli, où le politique et le religieux étaient liés. Ceci pour éclairer peut-être un peu le présent. Les régimes religieux, par la suite, se sont beaucoup inspirés de ce sinistre Majlesi, même les ayatollahs actuels. Bien sûr. n'en réclament pas. Bien sûr, bien sûr. J'ai hâte de lire maintenant le livre. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pourquoi pensez-vous que les grandes festivités que le dernier Shah a voulu montrer à l'Occident, c'était Persépolis, c'était Cyrus, et pas cette période particulièrement brillante des Safavides? Pourquoi est-ce qu'il a choisi ça? Alors, je pense qu'il n'a pas été seul à choisir. L'impératrice la Chabanou a été aussi très active dans le comité puisqu'elle le présidait.
Cyrus est la chose la plus importante, disons, dans ces grandes célébrations. Et il y a ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus qui a servi de symbole pendant toute la durée des célébrations de Persépolis. C'est un petit cylindre qui fait 33 cm, qui est en argile, que j'ai eu la chance de voir, et qui est en écriture cunéiforme, et sur lequel sont écrits les droits des peuples. Les peuples, les gens ont le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent, ont le droit de posséder, ont le droit d'ester en justice. En fait, c'est ce que l'on appelle la première charte des droits de l'homme. Et Cyrus le Grand, vous tapez cylindre de Cyrus dans Wikipédia ou ailleurs, et vous verrez, c'est une merveille. Actuellement, il y a une réplique qui a été offerte à l'ONU de la charte, de cette première charte humaniste, j'ose dire, et c'est véritablement le grand orgueil de l'Iran. Par exemple, en 2005, je ne sais plus, Ahmadinejad, c'était quand déjà? Bon. Ouais, alors il a demandé au British Museum que le cylindre revienne à Téhéran, et quand le cylindre est arrivé après des palabres, comme vous pouvez imaginer, qui étaient interminables, eh bien, il y avait des milliers de gens sur le passage depuis l'aéroport jusqu'au musée. Il y a eu jusqu'à 500 000 personnes à défiler pour voir ce document absolument extraordinaire. Et le plus extraordinaire, c'est que c'est Ahmadinejad, qui n'est franchement pas le doyen des droits de l'homme, qui a fait la demande. Donc vous voyez, il y a quelque chose du pourquoi aussi. Ça a été Cyrus, parce que c'est l'Orient pré-islamique. Et je pense qu'il y avait une volonté aussi de la dynastie des Pahlavis de dépasser l'islam qui a été imposé à l'Iran de façon extrêmement violente et sanguinaire. Il ne faut pas imaginer que ça s'est passé avec une fleur au fusil, hein, pas du tout. Donc c'était une façon aussi de dire « nous ne sommes pas que cela ». Voyez, enfin, c'est mon avis. Hein. J'avais deux questions. Une, justement, à propos de ce que vous dites, à partir de quelles sources vous avez pu travailler? D'où elles viennent, où vous les avez trouvées, en France, à l'étranger, en Iran? Et est-ce que c'était dans le texte? Et je pose tout de suite ma deuxième question, qui est plus en rapport avec l'époque actuelle. L'Iran, les Iraniens qui ont réussi, c'est un des seuls, je ne sais pas si c'est le seul, mais un peuple qui a réussi, malgré les conquêtes, les invasions, a réussi à conserver sa culture, sa langue, sa musique, sa littérature. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, bon, ça résiste encore, on le sent, c'est très vivant, mais est-ce que vous pensez que ce régime théocratique aplanit ou essaye d'effacer beaucoup de cette partie-là? Bien. Alors, sur la première question, les sources, comme vous imaginez, ont été très, très, très diverses. Énormément de sources iraniennes, bien sûr, puisque les plus grands historiens de l'Iran sont iraniens. Et grâce à mon ex-co-auteur, qui était iranien, j'ai eu l'accès à toutes ces sources, heureusement. Et quand nous n'avions pas traité cela dans nos ouvrages précédents, il a eu l'amabilité de me transcrire pas mal de textes. Et de mon côté, je me suis intéressé aux sources françaises qui sont extrêmement nombreuses, anglaises, espagnoles qui sont nombreuses, italiennes. Voilà, j'arrive à lire ces latines quand il y en a eu. Et pour l'allemand, je me suis fait aider. Et le suédois, ça j'avoue que je ne suis pas allé jusque-là, mais il y a eu aussi des ambassadeurs suédois qui ont écrit. Mais bon, d'autres en ont parlé, donc j'ai pris cela. Donc les sources ont été si nombreuses, sources d'ambassadeurs, sources de joailliers, tout le monde, Chardin, Tavernier, etc., Thévenot, enfin, bref, il y a une bibliographie qui fait, je crois, 40 pages. Donc, j'ai pas lu les 40 pages, mais j'en ai bien lu 30 de pages de bibliographie en plusieurs langues. Et je suis allé dans les documents originaux. Et c'est ça qui peut être ce qui m'a le plus intéressé, car j'ai découvert des choses absolument incroyables. Sous un Shah, le Shah, Shah Hossein, par exemple, les Juifs. Et là, il y a une drôle de chose. Les Juifs, pendant quelques années, ont été obligés
de porter sur leurs vêtements un morceau d'étoffe de couleurs différentes. Ils devaient, et ça j'ai le texte du chroniqueur, et ils devaient donner de l'argent, puisque comme c'est la dimitude, voilà, c'est un système qui existait avant, mais en plus, ils ont dû mettre cela sur des vêtements, et pas des vêtements jaunes, parce que les vêtements jaunes, c'était ceux des Zoroastriens. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses que personne n'a dites, et je pense que c'était intéressant de dire. Et alors, j'ai trouvé dans d'autres sources que sous Othman, le troisième calife, il y avait aussi eu, pour les Juifs, un signe distinctif. Donc, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Bon, heureusement pour les Iraniens, ça n'a duré à cause des religieux que quelques années. Et après, comme toutes les théocraties ou les choses qui sont trop théocratiques, et ça répondra à votre deuxième question, ça ne peut pas durer toujours. Il y a un moment où les gens se rebiffent. Et dans l'histoire iranienne, ils se sont toujours rebiffés. Je ne dis pas que ce sera demain, mais c'est évident que la frustration ne peut pas durer éternellement. Il y a un moment où les forces vives d'une identité iranienne, qui est une identité très cultivée, d'une extrême finesse, a combattu et a réussi à dépasser ce qui est pourtant aussi dans son identité, à savoir ce choix du schisme de 1501, mais pas de son identité première, celle de Cyrus le Grand. Enfin, c'est un espoir que je porte. Je ne suis pas sûr que ce soit les femmes qui réussiront, mais je dirais qu'elles y auront beaucoup contribué. Et qu'il y a un moment, alors on dit aussi qu'il y a en ce moment, il y a des avions entiers qui partent pour le Venezuela, avec des trésors de certains pasdaran. Tous les pasdaran ne sont pas des monstres, cela dit, mais il n'empêche qu'ils sont les remparts du gouvernement actuel. Mais bon, en tant qu'Européens et Français, je ne me sens pas trop le droit de faire des prédictions. Je pense que c'est les Iraniens qui peuvent le faire, et surtout les Iraniens, ceux qui sont de l'extérieur, mais les Iraniens de l'intérieur, qui, eux, vont devoir véritablement choisir leur destin. Et là, ils sont réprimés d'une façon si féroce est-ce que les prisons sont extensibles? Voilà. Une autre... Voilà. C'était Yves Baumati, auteur de l'ouvrage paru chez Perrin Éditions, L'âge d'or de la Perse, à la librairie Ombre Blanche le 26 avril 2023. Yves Baumati a aussi fait paraître chez Perrin Shah Abbas, empereur de Perse, 1587-1629, avec Oushang Nahavandi, couronné en 1999 du prix Eugène Collat de l'Académie française, et plus récemment, Iran, une histoire de 4000 ans. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.